Nous démarrons ce matin avec propos sur l'éducation d'Alain, que vous connaissez sûrement, au moins ça fait longtemps. C'est ça. Donc nous allons rafraîchir la mémoire. Rafraîchissons. C'est un peu loin. Pas de souci. Philosophie, c'est... Non, le chapeau, ça va, c'est léger. Donc, allez. La semaine prochaine, une œuvre aussi très intéressante, très exigeante de Hannah Arendt, La crise de la culture, qui est un monument. Peut-être moins connu que les origines du totalitarisme, mais vraiment une œuvre aussi majeure de philosophie politique. Donc une œuvre vraiment très intéressante, constituée de plusieurs essais sur l'autorité, la liberté, l'éducation, on va encore parler d'éducation, de la culture bien sûr. Et on terminera par une œuvre de Théa de Chardin. C'est vous qui m'aviez demandé qu'on parle un peu de Théa de Chardin. Théa de Chardin, Le phénomène humain, qui est une de ses œuvres aussi les plus connues, qui est parue en 1944 et qui a été mise à l'index à son époque à cause de la hardiesse de ses propos. Donc, trois œuvres majeures. Et aujourd'hui, on va commencer donc avec Alain. Bon, vous savez tous qu'il est philosophe, écrivain, journaliste, et qu'il s'est fait connaître en son temps, surtout comme professeur de philosophie, mais aussi en tant que journaliste, un peu éditorialiste. Dans l'histoire littéraire, on dit qu'il est le créateur d'un genre particulier qu'on appelle les propos. Le propos, ou les propos, et donc une grande partie de son œuvre, une petite moitié, ce seront des propos, dont des propos sur l'éducation, mais aussi propos d'un Normand, puisqu'il écrivait une chronique journalière dans un journal de Normandie. Propos sur les beaux-arts, propos, entretien au bord de mer, enfin. Et les propos, c'est un genre particulier, c'est une écriture concise, dense, extrêmement rigoureuse, sur des sujets extrêmement variés. Des sujets d'actualité, comme un peu un éditorialiste de journal le fait tous les jours, mais aussi, évidemment, des sujets beaucoup plus profonds, des sujets de réflexion. Donc c'est une forme d'expression qu'il aimait bien, courte, exigeante, et qui lui permettait de développer sa pensée par cette fameuse loi de l'écriture. Puisque Alain, ça va être le maître de l'écriture. On verra sous quelle forme. Donc ces propos l'ont fait en fait ranger dans la rubrique, entre guillemets, d'essayiste et de moraliste. Parfois, il n'est pas considéré comme un philosophe à part entière, mais comme moraliste, essayiste, et puisqu'il s'est beaucoup interrogé sur les problèmes de son temps. Donc, c'est une réflexion toujours renouvelée, toujours recommencée sur de grands sujets. Alors, la notoriété historique d'Alain, elle a tenu à quelques thèmes majeurs de sa pensée. Le pacifisme, je rappelle peut-être les dates de ces dates, 1868, 1951. 1868, 1951, ça a son importance, comme on va le voir tout de suite. Donc, quelques thèmes majeurs de sa pensée. Le pacifisme, dans un pamphlet qu'il a rendu aussi assez célèbre, Mars ou la guerre jugée, paru en 1921.
Donc il a toujours défendu des thèses pacifistes. Il a aussi milité au niveau politique, pour chaque citoyen, pour la résistance dans l'obéissance. Je détaillerai un petit peu cet aspect-là tout à l'heure. C'est-à-dire que pour lui, il n'est pas question de ne pas obéir au pouvoir politique, à l'État, mais en exerçant une sorte de résistance. Vous voyez que ça, il y a beaucoup de choses assez actuelles dans sa pensée. Résistance par l'exercice d'une vigilance par rapport au pouvoir politique. Et, comme on le verra, l'éducation est le moyen privilégié pour Alain de construire à l'intérieur de chaque citoyen cette nécessité, cette nécessaire vigilance, notamment vis-à-vis des institutions, de l'État, enfin, du pouvoir politique. Donc, résistance dans l'obéissance. Aujourd'hui, on entend certains slogans résister. Bon, ben voilà, on a un précurseur, je peux dire, de cette résistance vigilante. Un grand optimisme, quand même, optimisme éthique sur la nature de l'homme, sur la nature. Il croit en l'homme, il croit au pouvoir de l'homme, en ses potentialités. Et il va tout faire pour justement que les enfants, les adolescents, les jeunes êtres puissent développer le meilleur d'eux-mêmes. Il va avoir une interprétation humaniste, parfois positiviste, parfois imprégnée d'Auguste Comte, sur l'art et la religion. Alors, sa renommée, donc, tient, sa réputation, elle tient à ses thèmes, ces thématiques qui lui sont chères, mais aussi par le fait qu'il va jouer le rôle un peu de maître à penser, notamment dans ce prestigieux lycée parisien Henri IV, où il y avait les classes prépa, les classes de Cagnes, et aussi, toujours, oui, ceux qui se préparaient à l'école normale supérieure, qui à l'époque, évidemment, préparait au métier, très beau métier à l'époque d'Alain, d'instituteur. Donc, il va être un professeur très aimé et il va former des générations d'écrivains, de philosophes, de penseurs en tout genre. Julien Gracq, Simone Weil, la philosophe, André Mauroy, Georges Canguilhem, donc vont tous passer par les cours, les classes d'Alain. Et ses élèves admiratifs l'appelaient parfois l'homme, puisque à leurs yeux, il représentait ce qu'il y avait de meilleur dans l'homme. Alors Alain, vous le savez, c'est un nom de plume. Il s'appelle Émile Chartier, né à Mortagne-au-Perche en Normandie, et il va être nommé en 1909 professeur de rhétorique supérieure au lycée Henri IV, donc dans ce fameux lycée, et il va y enseigner jusqu'en 1933, âge où il prendra sa retraite. Donc, c'est une institution, en fait, au lycée Henri IV. Il devient le plus célèbre des professeurs de ce lycée, tant par la singularité de sa pensée, comme on va le voir, il est assez inclassable, Alain, il est souvent caricaturé, un peu réduit, mais il a une pensée très singulière, et en même temps, il s'est fait sa réputation par l'étude extrêmement exigeante qu'il avait des grands classiques, des grands philosophes classiques, de Platon à Hegel. De Platon à Hegel, en passant par, évidemment, Descartes, Kant, enfin, les grands noms de la philosophie occidentale. Alors, l'amour d'Alain pour la philosophie a été suscité, en fait, par la rencontre d'un professeur qui s'appelait Jules Lagneau, qui enseignait la philosophie, et c'est en fait le seul maître qu'Alain a reconnu. Enfin, le seul maître vivant,
puisque donc Émile, le jeune Émile arrivait d'Alençon, il était boursier, puisqu'il était d'une famille relativement modeste. Et à Paris, quand il arrive, il fait la rencontre de ce Jules Lagneau, et tout d'un coup, c'est vraiment une grande amitié, admiration qui les lie. Et Jules Lagneau enseignait un peu la philosophie pour lui-même, mais aussi pour quelques proches. Et il va y avoir donc une relation très, très forte entre les deux. Et c'est ce qui va développer l'amour de la philosophie chez Émile Chartier. Lui, il a qu'un objectif en tête, c'est préparer le concours d'entrée à l'école normale supérieure pour être instituteur. Alors, il va reprendre de Jules Lagneau cette devise. Lagneau, L-A-G-N-E-A-U. Comme l'agneau sans. Et Jules Lagneau avait une devise que Alain va faire sienne. Il disait « Il n'y a qu'un fait de pensée qui est la pensée. Il n'y a qu'un fait de pensée qui est la pensée. » Et ça va inspirer Alain dans le sens où il va faire sienne cette devise, il va mettre en place ce qu'on appelle parfois la méthode réflexive, c'est-à-dire le fait de retrouver en chaque pensée la pensée. C'est-à-dire, et parfois d'aller débusquer dans chaque pensée singulière ou circonstancielle la pensée. Et notamment la pensée, dans ce cas-là, d'universel. Et c'est pour ça qu'il va inciter ses élèves, de tout niveau qu'ils soient, à penser. Les nécessités aujourd'hui sont les mêmes, nécessité de penser, de retrouver toute la pensée en chaque pensée. Et c'est ainsi qu'Alain définit la tâche du philosophe. Penser, apprendre à penser. Et donc se relier à tous ceux qui, dans le passé, ont fait œuvre de penseurs. Au-delà des espaces, de temps géographique. Et donc Alain va partir philosopher avec Platon, avec Descartes, avec Kant, avec Spinoza, avec tous les grands, avec Hegel, aussi avec Auguste Comte. Et il va essayer de montrer cet aspect atemporel, cet aspect éternel qu'il y a dans la pensée de ces grands philosophes. Sachant que, et c'est toujours le paradoxe chez Alain, dès qu'on dit quelque chose, il faut aussi pouvoir penser le contraire, il sait que cette notion d'universalité ou d'éternité ne garantit rien, c'est-à-dire qu'aucun de ces penseurs ne possède la vérité. Jules Lagneau lui avait bien enseigné qu'il n'existe pas de vérité absolue. Qu'il n'y a pas de vérité absolue, ou si il y en a peut-être une, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, chacun de ces penseurs représente une facette, un kaléidoscope, mais aucun n'est censé détenir la vérité, la pensée en tant que telle. Alors, à partir de 1906, c'est à partir de ce moment-là qu'il met au point ce genre littéraire, donc les propos, donc des courts articles inspirés par l'actualité, les événements de la vie tous les jours, avec un style, c'est ça le style d'Alain, un style concis, avec des formules assez chocs, assez frappantes, et qui touche tous les domaines. Alors c'est une formule, surtout quand elle paraît dans les journaux, les quotidiens, qui est très appréciée du grand public, parce que c'est une manière de mettre la philosophie vraiment à disposition de tout un chacun, donc très apprécié. Alors évidemment, l'autre versant de la monnaie, c'est que ça va un petit peu éclipser ces propos, la partie peut-être plus
pas plus profonde, parce qu'il y a de la profondeur dans ses propos, mais plus spécifiquement philosophique de son œuvre, qui est l'autre moitié de son œuvre. Donc Alain est plus connu par ses propos que par d'autres œuvres, notamment sur les philosophes antiques ou autres. Alors, il s'inspire de Platon, il s'inspire de Descartes, il s'inspire de Kant, il s'inspire d'Auguste Comte, et le but de sa philosophie, on peut dire, c'est d'apprendre à penser, d'apprendre à réfléchir, à penser rationnellement, en évitant le plus possible les préjugés ou les idées toutes faites. C'est-à-dire de toujours interroger toutes les idées et les pensées qui circulent, ne jamais prendre pour argent comptant ce qui est dit ou ce qui est écrit. Donc, une exigence de questionnement et de réflexion, de pensée. On le présente comme un humaniste cartésien parfois, un éveilleur d'esprit, passionné de liberté, qui ne va jamais proposer un système ou même une école, elle ne va pas faire école, et surtout vigilance sur les préjugés. Porte bien son nom, les présupposés. Pour lui, la capacité de jugement que donne la perception doit toujours être en prise avec la réalité, mais évidemment renvoyer à une réflexion plus vaste, plus universelle. Il ne croit pas en Dieu, en tout cas c'est ce qu'il dit, il est assez même anticlérical, comme c'était fréquent à l'époque, et pourtant il a du respect. Il a du respect pour la religion et pour les croyants. Et c'est un peu comme Auguste Comte, il aura une certaine fascination pour l'évangile, pour le christianisme, pour le catholicisme notamment, dans ce qu'il a d'universel. Là, il fait référence à l'origine étymologique, catholikos, ce qui est universel. C'est ça qui lui plaît, au-delà de l'aspect, disons, de la croyance. Alors, ces propos sur l'éducation paraissent en 1932, donc un an avant sa retraite de prof. Et ce livre est composé de 86 chapitres, 86 petits chapitres numérotés. Et dans cette édition, là, des PUF, qui est les plus connus, ces propos sur l'éducation sont suivis un certain nombre de leçons de pédagogie enfantine. Donc c'est assez intéressant de lire les deux en parallèle. Pédagogie enfantine en 31 leçons, avec des leçons sur la volonté, sur l'attention, sur la mémoire, sur l'affectivité de l'enfant. Enfin, et comme on le verra tout au long de cette heure, il y a à la fois des choses qui sont très datées historiquement, c'est-à-dire des choses, vraiment on ne pourrait plus le dire aujourd'hui, sauf à passer pour extrêmement conservateur, voire réactionnaire, c'est certain. Et puis, il y a des éléments éminemment progressistes, c'est un mot à la mode, c'est-à-dire des éléments vraiment d'avant-garde, et qui sont encore aujourd'hui tout à fait d'actualité. C'est très paradoxal. Il est paru en quelle année ? 32, 1932. Donc, c'est un philosophe qui écrit ses propos sur l'éducation, c'est aussi évidemment un praticien. Il n'est pas ce qu'on appelle un pédagogue, et on verra qu'il souhaite vraiment se démarquer de ce qu'on appelle à l'époque les pédagogues, et ce qu'on peut encore appeler aujourd'hui les pédagogues. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense important de replacer ce livre dans le contexte historique. Parce qu'il y a des choses intemporelles et universelles dans son œuvre, c'est certain, mais il y a aussi
des réflexions qui sont typiques de la Troisième République. Puisque là, d'un point de vue politique, la vie d'Alain coïncide presque exactement avec celle de la Troisième République en France. C'est-à-dire une période qui voit l'instauration durable d'un régime républicain, démocratique, et d'un point de vue social, c'est une période marquée par le développement de tous les mouvements ouvriers et syndicalistes. Il faut savoir qu'Alain manifeste toujours de la sympathie pour ces mouvements ouvriers, ces mouvements syndicalistes, puisque, comme eux, il a la volonté d'œuvrer à l'émancipation de l'homme. C'est sa grande finalité, l'émancipation de l'homme, mais pour lui, contrairement justement au mouvement ouvrier ou syndicaliste, cette émancipation n'est pas simplement une émancipation sociale ou politique. Pour lui, l'émancipation qui va donner la seule liberté réelle, c'est l'émancipation par l'esprit, c'est-à-dire par la pensée. S'émanciper, devenir libre par l'exercice de la pensée, l'exercice de l'esprit, on disait à l'époque. C'est pourquoi il ne va jamais adhérer, de toute façon il va adhérer à rien, c'est un esprit libre. Il ne va jamais adhérer à ces mouvements, bien qu'il trouve vraiment de la sympathie pour eux et qu'il va aussi faire beaucoup d'activités dans ce qui est créé à l'époque, les universités populaires. Il se veut proche du peuple. Et pour lui, et c'est évidemment le grand apport de la politique éducative de la Troisième République, tous égaux devant l'éducation. Égalité radicale de tous devant l'éducation. Alors, du point de vue de l'éducation, donc, il vit à une période vraiment charnière de l'histoire de l'école en France, puisqu'on sait que l'œuvre scolaire de la Troisième République était considérable. Et nous en sommes encore aujourd'hui, vraiment les héritiers, même si aujourd'hui, avec un peu plus d'un siècle de recul, on voit aussi un certain nombre de limites de ce qui a été mis en place. Je pense à, par exemple, l'échec scolaire, le problème de l'échec scolaire, qui, à l'époque d'Alain, n'était pas encore un véritable sujet. Il y avait une confiance vraiment extrême dans le fait que l'école, cette nouvelle école, allait vraiment être l'instrument d'émancipation, de libération, et aussi ce fameux ascenseur social, avec cette figure de l'instituteur qui a été pendant longtemps vraiment une figure maîtresse, inspiratrice. Alors, qu'est-ce qui change à ce moment-là? C'est que, alors que l'Église et les partis monarchistes considéraient que l'éducation avait une finalité essentiellement religieuse, et qu'elle était en fait du devoir moral du père de famille, ce que va apporter la Troisième République, c'est d'instituer l'école publique, qui n'est plus à discrétion du père de famille, qui va être une école publique, obligatoire, et qui va considérer l'éducation comme un droit de l'homme et du citoyen. C'est ça la grande révolution de Ferry, qu'on sort l'éducation du domaine privé, familial, et d'ailleurs Alain considère que la famille est incapable d'éduquer ses enfants. Alors là, il a des paroles très très dures sur l'incapacité d'un père de famille ou d'une mère de famille d'éduquer ses enfants. Donc, ce rôle est celui de l'école. Je reviendrai pourquoi. Entre autres parce qu'il y a une subjectivité et il y a trop d'affect.
Et vous allez voir que par rapport à l'affectivité, elle a des positions assez tranchées. Donc, le père, la mère sont les plus mal placés, en fait, pour réellement éduquer leurs enfants. Alors après, tout ça, tout ça se discute, mais là-dessus, il a des opinions assez clivantes, on dirait, tranchées. Quand tu dis éduquer, c'est au sens de donner l'éducation ou donner une instruction? Parce que c'est pas la même chose. L'instruction est un moyen, ça va être un des moyens, il le croit à l'instruction, c'est un moyen au service de l'éducation. Mais quand on parle d'éducation, c'est beaucoup plus vaste. C'est développer le potentiel qui est en chacun. Et aider à ce que ce potentiel, qui est chez chaque enfant différent, puisse se développer au mieux. Donc l'instruction est un moyen, c'est pas le seul au service de l'éducation. Donc, l'éducation à ce moment-là devient pour l'État un devoir auquel il ne peut se soustraire. Et évidemment, si l'école elle est publique, elle doit être indépendante de la religion, puisque l'État républicain est laïque, pas définitif. Donc on est avant 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, hein, c'est précurseur d'une école qui va être donc l'école primaire en tout cas, gratuite, ce qui n'était pas le cas, laïque et obligatoire. Ça, c'est la Troisième République qui fonde cette école par les lois de 1881-1882. Donc on est en plein dans la jeunesse d'Alain. Donc Alain est vraiment un témoin privilégié de ce travail éducatif de la Troisième République et de l'instauration de cette école nouvelle. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut, je pense, resituer ses propos sur l'éducation, puisqu'il y a un chantier immense qui s'ouvre à cette époque et une immense, grande militance, en tout cas de la part d'Alain et beaucoup d'autres, pour vraiment mettre en place cette école. D'immenses espoirs mis dans cette école laïque, gratuite, obligatoire, avec l'égalité des chances pour tous. L'égalité. Alors, il serait erroné de voir dans la pensée d'Alain simplement la pensée officielle de l'école républicaine, puisque, à bien des égards, il va aussi se distinguer, se démarquer d'un certain nombre de partis pris de l'école républicaine de l'époque. Alors, pour lui, toute philosophie de l'éducation doit poser et résoudre trois questions, un triple problème. Premièrement, le problème de la finalité que doit viser l'éducation. Ça semble logique, je m'intéresse à l'éducation. Première chose, quelle finalité? Et c'est un sujet qui est aujourd'hui toujours ouvert, avec de grands débats sur c'est quoi la finalité de l'éducation, puisque évidemment, ça va dépendre de la manière dont on conçoit l'être humain. Ça va renvoyer tout de suite à quelle est sa vision de l'homme et de la finalité de l'homme. Donc, premier point, finalité de l'éducation. Deuxième problème, celui de la nature du sujet que l'on doit éduquer. C'est quoi un enfant? C'est quoi un être humain dans sa singularité, mais aussi dans ce qu'il partage avec l'humanité tout entière. Donc, finalité de l'éducation, nature du sujet que l'on doit éduquer, il faut quand même s'interroger sur la nature de ceux qu'on a en face, qu'on va éduquer. Et troisième problème, celui des moyens, grâce auxquels cette finalité peut être atteinte. Quelle finalité, quelle nature de l'enfant, quels moyens. Et à ces trois problèmes, ces trois questions, eh bien, les propos sur l'éducation
vont apporter des éléments de réponse. Par rapport à la première question, la finalité, c'est clair chez Alain, c'est la liberté de l'esprit. La liberté de l'esprit. La finalité de l'éducation n'est pas de faire simplement un bon citoyen, un bon adulte qui va s'insérer dans la vie sociale ou professionnelle. Non. Ça peut être ça. Mais la finalité première de l'éducation, pour Alain, c'est la liberté de l'esprit. Par rapport à la nature de l'enfant, ou du jeune adulte, c'est la singularité de l'individu. La singularité de l'individu. Chacun est singulier. C'est très intéressant de voir comment Alain réfléchit à des méthodes finalement abstraites, on va voir, enfin, qui vraiment font travailler la capacité d'abstraction pour permettre à la singularité de l'individu de s'exprimer. Ça peut paraître contradictoire, on y reviendra. Donc, pour lui, chaque gamin, chaque enfant, chaque adolescent est singulier, spécifique, et il ne va pas réagir de la même façon à l'enseignement, à l'instruction, sans pour autant, j'insiste, faire ce qu'on appelle aujourd'hui du psychologie, c'est-à-dire s'intéresser aux caractéristiques psychologiques, affectives de l'enfant. Et aussi, oui, son domaine, son origine sociale. Donc, singularité de l'individu. Et troisième principe sur la quel moyen, eh bien, l'instruction. Voilà. L'instruction, moyen, pour arriver à la finalité de l'éducation et au respect de la singularité de chacun. Alors, ces réponses, ces principes ne concernent que la partie de l'éducation assurée par l'école. Lui, il parle bien de l'école. Après, à la famille, aux autres institutions, d'apporter le reste. Et notamment, cette affectivité, cet amour, qui pour lui est ce que doit apporter la famille, mais pas l'école. Là, on voit chez Alain quelque chose qui est aujourd'hui assez inconcevable à imaginer. Pour lui, l'école est un monde protégé, un monde clos, et qui doit surtout le rester. Pas de porosité avec, je reviendrai parce qu'il explique pourquoi, pas de porosité avec la vie. Ça doit être un monde clos, un monde protégé, où l'enfant s'instruit. Bien sûr, à devenir un adulte, à devenir un citoyen, mais un lieu qui doit être justement un lieu privilégié où il peut apprendre, se développer, faire les erreurs, toutes les erreurs qu'il peut, se corriger. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit commentaire-là. Alain, quand il corrigeait des copies, puisqu'il faisait beaucoup écrire, se donnait comme éthique de toujours, même avec la copie la plus médiocre, d'en ressortir le côté positif. Jamais de notes négatives, ce qui était à l'époque une pratique, les notes négatives. C'est sûr que quand on déjà se retrouver avec un 0, c'est pas génial, mais se retrouver avec moins 10, ça peut être traumatisant. Donc lui, il a fait une rupture par rapport. Jamais de notes négatives. Et même pour celui qui aurait eu 0 ou 1, il marquait toujours dans la marge peut progresser sur ce point-là, mais pas peut progresser ou peut mieux faire, des choses comme ça, mais vraiment aller chercher la pépite, même dans la copie
la plus médiocre, pour encourager. Et c'est pour ça qu'il était aimé de ses élèves, parce que il y avait toujours un côté positif, pas démagogique, hein, mais vraiment d'aller chercher ce qu'il y avait de positif et d'encourageant dans la copie. Alors, donc au-delà de ces trois principes, hein, que je viens d'évoquer, il y a une idée qui les englobe tous, c'est l'idée de la nécessité. C'est un mot qui revient assez souvent, nécessité, qu'on peut résumer par l'expression « il faut ». Pas forcément bonne réputation, mais il faut. Alors, il explique, il écrit « La principale de toutes les leçons, et de bien loin la plus importante, c'est qu'on ne peut ruser devant la nécessité. Celui qui apprend le sens de ces petits mots « il faut » sait déjà beaucoup. » Et j'y reviendrai, c'est cette notion d'une nécessité, alors évidemment qui est peut-être d'abord extérieure, qui est peut-être d'abord contraignante, une contrainte extérieure, le fait d'être à l'école, d'avoir un tuteur, demande d'apprendre des choses qui ne sont pas forcément très désirables, très, très ludiques, mais l'idée c'est d'intérioriser peu à peu cette nécessité pour en faire, comme disait Spinoza, en tout cas Alain dit que c'est Spinoza qui disait ça, une nécessité bien comprise. C'est-à-dire que d'une contrainte extérieure, d'une nécessité externe, aller à l'école, être instruit, cela devient peu à peu une nécessité bien comprise, enfin, une nécessité intérieure. Ça, c'est clé chez Alain, et il croit à cela. Donc cette nécessité, d'abord celle du monde des hommes, s'éduquer, c'est faire l'apprentissage nécessaire du monde. Mais cette nécessité est aussi accouplée avec l'apprentissage de la liberté. C'est une pensée paradoxale, parce que pour lui, la nécessité, cette nécessité comprise, intériorisée, est l'apprentissage de la liberté. Et c'est le seul moyen de devenir libre. Nécessité, liberté, qui ne s'exclut pas chez Alain, comme l'obéissance et la liberté ne vont pas s'exclure, mais se compléter. À un moment, il dit, moi, c'est que j'enseigne l'obéissance. Mais pas une obéissance aveugle, sans penser. Une obéissance, parce que sans obéissance, il n'y a pas d'éducation, et en même temps, vigilance, critique, liberté intérieure. On se tient sur un fil, hein, une pensée très, très paradoxale et exigeante. Il n'y a pas de liberté qui ne tienne compte de la nécessité extérieure et qui ne soit d'abord une nécessité bien comprise. Donc, de cette nécessité va découler la nécessité de l'éducation, la nécessité de faire un certain nombre d'exercices, la nécessité de l'instituteur, la nécessité de certaines méthodes, qui même si elles paraissent rébarbatives, pas ludiques du tout, comme aujourd'hui, sont indispensables à l'éducation du futur adulte. Futur adulte. Bon, voilà un peu une introduction pour situer. C'est intéressant, je trouve intéressant, parce que tous les problèmes qu'il évoque restent ouverts aujourd'hui. Enfin, alors qu'on a fait beaucoup d'expériences pédagogiques, que justement au début du XXe, il y a eu à ce moment-là plein d'expériences, plein de réflexions sur des écoles alternatives, l'école nouvelle, avec, c'est l'époque de Montessori, de Maria Montessori, de Rudolf Steiner, de Célestin Freinet. Enfin bon, là, au début du XXe, il y a un bouillonnement de réflexions vraiment très intéressantes, et desquelles Alain était assez proche parfois.
bien qu'il n'ait jamais, soit jamais inscrit dans une lignée particulière. Il y avait De Crowley, il y avait Ferrier, enfin il y a des gens exceptionnels à ce moment-là. Souvent, réflexions qui se sont faites suite à la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que cette Première Guerre mondiale, ça a été quelque chose d'épouvantable. Et l'idée, c'était, c'est pour ça qu'Alain était pacifiste aussi, comment éviter une nouvelle boucherie, par exemple, avec des jeunes qu'on a éduqués pour faire la guerre et qui se sont fait massacrer. C'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup d'expériences de mouvements alternatifs qui sont nés à ce moment-là. Certains ont été récupérés d'ailleurs par les idéologies totalitaires, en tout cas les idéologies totalitaires ont essayé de récupérer certains de ces mouvements. Et aujourd'hui, c'est des mouvements dont on parle encore, les écoles Montessori, les écoles Freinet, tout le réseau Waldorf, des écoles Steiner, moins en France mais plus dans d'autres pays européens. Donc là, il y a eu vraiment un bouillonnement. Et Alain est proche d'un certain nombre de ces réflexions, tout en prenant toujours ses distances. Donc pour dire que c'est loin d'être clos, toutes ces questions. Faut-il que l'enfant s'amuse? Faut-il partir du concret pour arriver à l'abstrait? Ou au contraire, partir de l'abstrait pour forger la capacité de raisonnement de l'enfant? Alain va préconiser, on va le voir, 2 disciplines maîtresses, la géométrie et le latin. Alors, vous voyez, tout ça peut sembler totalement ringard. Mais géométrie, en ce sens, il est très platonicien, et Alain est un philosophe qui s'inscrit dans la lignée platonicienne, incontestablement, comme Simone Weil. Et le latin. Alors il dit, pendant longtemps, j'ai cru que c'était plutôt le grec qui était formateur, mais mon expérience prouve qu'en fait, c'est plutôt le latin qui est formateur. Il explique pourquoi. Alors, c'est sûr que ça peut sembler pas très ludique, géométrie et latin. Mais pour lui, c'est les deux grandes disciplines qui permettent l'apprentissage de l'abstraction. Bon, je vais reprendre donc les 3 grands sujets. Finalité de l'éducation, la nature du sujet, et puis les moyens pédagogiques, et avec déjà à son époque, évidemment, ce qui pouvait apparaître, c'est-à-dire certaines difficultés de certains enfants dans l'apprentissage de ces disciplines. Alors, la finalité de l'éducation, donc, liberté de l'esprit. Alors, il sait très bien que l'éducation a une fonction sociale, c'est-à-dire qui est, en quelque sorte, de reproduire, d'avoir un effet de reproduction de la société. Donc il sait qu'il y a une finalité sociale à l'éducation. Donc il comprend bien que l'éducation doit permettre aussi à chaque enfant de s'insérer, et notamment s'insérer professionnellement, dans la société où il vit. Mais il ne va pas faire de cette finalité la finalité de l'éducation, parce que pour lui, il sait que dans cette tentative de reproduction de la société, ça engendre de l'inégalité. Et une société inégalitaire va avoir un système éducatif inégalitaire, et qu'un système éducatif inégalitaire ne va pas simplement reproduire les inégalités, mais les aggraver. Bon, on est en plein, la crise de l'éducation, les crises de l'école aujourd'hui, bien que ces inégalités ne font que se reproduire, voire s'aggraver, s'amplifier. Ça, c'est clair. C'est pour ça que quand il réfléchit sur les finalités de l'éducation, il va insister sur un tout autre aspect, celui de la liberté individuelle. Quelle que soit la position sociale, l'extraction sociale de l'enfant, il lui faut apprendre à développer sa propre liberté intérieure.
Donc l'éducation a pour tâche de permettre à chacun de se développer, et c'est un idéal à atteindre qui pour lui est pertinent parce que cette liberté, ou cette soif de liberté, pour lui, elle est ancrée dans l'homme. C'est pour ça que, évidemment, sa vision de l'éducation est directement liée à sa vision de l'homme. Et je vais vous lire ce qu'il écrit dans le chapitre 20. Il n'y a point d'homme, évidemment, dont je puisse annoncer qu'il ne pensera pas au-delà de son métier. Quand il serait esclave comme les autres, il pensera encore. Très optimiste, hein, sur le fait que même un esclave pense. Disons un esclave, ça fait penser au dialogue de Platon, hein, le Pénon, où Socrate, vous vous rappelez, fait retrouver un esclave, le théorème de Pythagore. Bon, c'était autre chose, c'était par rapport à la réminiscence, mais il a cette vision qu'un esclave pensera encore. Or, il ne sera pas esclave. Non seulement il pensera aux choses divines et humaines, tant bien que mal, comme chacun fait, mais bien plus. Il décidera de la paix et de la guerre, du juste et de l'injuste, de noblesse, de bassesse, et enfin de tout son poids d'homme, certainement. Ce monde ira toujours comme il va, si le trésor des humanités est réservé à ceux qui en sont les plus dignes. Au contraire, si l'on se mettait à instruire les ignorants, nous verrions du nouveau. Donc, la position d'Alain, elle est tout sauf élitiste. C'est-à-dire qu'il est bien conscient qu'il faut instruire tout le monde. Et il faut instruire tout le monde de la même façon. En tenant compte de la singularité de chacun, mais avoir cette confiance que quelle que soit l'extraction sociale, hein, ou les moyens, tout le monde peut y arriver. On verra comment. Donc il va vraiment affirmer le principe de l'égalité de tous devant l'éducation. Qu'un garçon ne fasse voir aucune aptitude pour les mathématiques. Qu'un garçon ne fasse voir aucune aptitude pour les mathématiques, cela avertit qu'il faut les lui enseigner obstinément et ingénieusement. C'est-à-dire, on ne baisse pas l'exigence. Dire, oh ben non, celui-là n'est pas bon pour les maths, on va le faire autre chose. Non. Évidemment, le plus simple est de s'en tenir à ce jugement sommaire que l'on entend encore trop. Ce garçon n'est pas intelligent. Mais ce n'est point permis. Tout au contraire, c'est la faute capitale à l'égard de l'homme. Ceux qui s'accrochent partout et se trompent sur tout, ceux qui sont sujets à perdre courage et à désespérer de leur esprit, c'est ceux-là qu'il faut aider. Bon, et les classes à son époque n'étaient pas des classes de 15 ou 20. Donc là-dessus, il est intransigeant. Donc, c'est pour ça qu'il va avoir des propos très intéressants par rapport à l'apprentissage. Très nuancés, mais assez critiques par rapport à l'apprentissage, parce qu'il considère que l'apprentissage se situe déjà dans une exigence d'efficacité et de productivité, et qui va nuire à l'éducation profonde de l'enfant. C'est très intéressant, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas résolu, en tout cas en France. Le problème de l'apprentissage, ça revient régulièrement, bon, à 14 ans, bon. On est en échec par rapport à ça. Et je trouve que ces propos sur l'apprentissage sont vraiment source de réflexion. Évidemment, ça dépend toujours de la qualité du maître d'apprentissage. Mais il dit bien que dans l'apprentissage, il va y avoir déjà un lien qu'on va retrouver ensuite
de l'homme dans la vie professionnelle, avec son patron, Avec la rentabilité. avec la rentabilité, le fait de ne pas se tromper, le fait d'être déjà dans une logique marchande. Alors que, j'insiste, pour lui, l'école doit être protégée de cela, protégée de ça. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup qu'il faut introduire le monde de l'entreprise, bon, à l'université, mais déjà à l'école, que les enfants voient le monde de l'entreprise, enfin, déjà pour comprendre comment marche le monde professionnel. Et lui était mais totalement opposé à cela. Alors ça peut paraître aujourd'hui un peu impossible, mais c'est un peu, oui, irréaliste, mais c'est une bonne question. Bonne question. Donc, il dit, la finalité humaniste de l'école doit sauver un principe d'égalité qui est souvent bafoué. Donc, s'accrocher avec chacun, et surtout avec ceux qui ont le plus de difficultés. Et ne pas, justement, les mettre dans des classes spécialisées ou une sorte de classe qui s'avèrent souvent des impasses. Donc, évidemment, pour lui, c'est l'ensemble des pratiques d'enseignement qui va s'en trouver affecté. Il veut développer la culture de l'esprit libre. Et c'est là où il va se distinguer d'autres organisations plus politiques, ouvrières ou syndicalistes, parce que pour lui, la libération de l'homme ne sera jamais le fait de l'organisation politique. Ce n'est pas à l'État en tant que tel d'émanciper, de libérer les hommes. Mais l'école, oui. L'école, oui. Et c'est même donc sa finalité majeure. Donc, obéissance, certes, au système, au pouvoir, à l'État, mais résistance intellectuelle, vigilance, liberté intérieure, vigilance, résistance, pour ne pas se faire utiliser, exploiter. J'enseigne l'obéissance, écrit-il. Et c'est nécessaire dès que le pouvoir est nécessaire. Mais obéir au pouvoir ne force pas à le respecter. Le pouvoir ne doit pas être aimé, mais jugé en permanence. Telle est la vocation du citoyen. Et il va bien expliquer que souvent l'intérêt des pouvoirs en place, c'est d'avoir des individus esclaves, formatés, manipulés. Et il dit, le rôle de l'école, justement, est un contre-pouvoir. Et c'est pour ça que ça doit être ce lieu protégé, où justement on peut être quelque part à contre-courant de la pression politique ou de la pression économique. Aujourd'hui on parlerait plus de pression économique. Donc, toujours exercer un droit de contrôle et de critique du citoyen. Alors, ça c'est vraiment intéressant parce que, enfin, même dans cette campagne, on entend des choses, droit de critique du citoyen, droit de renvoyer un député s'il n'est pas exemplaire. Enfin, même le discours de Mélenchon, de la 6ème République, enfin, il y a des choses qui sont encore en discussion, de manière très Donc, il s'agit de donner aux citoyens le pouvoir de juger l'État sans forcément le soutenir. Et c'est pour ça qu'il va toujours refuser qu'à l'intérieur de l'école, il y ait les exigences de la vie professionnelle, donc de rentabilité, de productivité. Puisqu'il dit ces exigences émanent toujours du pouvoir, et non sans raison, puisque le pouvoir n'a jamais intérêt à avoir en face de lui des hommes libres. Alors, c'est pas pour autant qu'il est contre la formation professionnelle, ce qu'il va appeler l'atelier ou l'apprentissage, mais
transmise dans les ateliers et lors de l'apprentissage. Pour lui, le temps de l'école dans la vie d'un enfant ne saurait être occulté par le moment de l'atelier et de l'apprentissage. L'atelier ne développe que des compétences proprement techniques. Ah, ça peut se discuter. Un maître d'apprentissage enseigne aussi, ça dépend beaucoup, comme toujours, de la qualité du maître d'apprentissage. Mais pour lui, l'apprentissage est déjà le fait de faire rentrer l'enfant dans un moule. Le moule de l'usine, le moule de l'entreprise. Le compagnonnage n'existait pas à ce moment-là. Si, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en pensait? Il ne s'exprime pas par rapport au compagnonnage. Lui, il parle de... Parce que, évidemment, il y a toujours eu des abus dans l'apprentissage. C'est intéressant ce qu'il dit. L'atelier vise à la réussite. L'école vise à l'exercice du jugement. C'est une phrase intéressante. L'atelier vise à la réussite, l'école vise à l'exercice du jugement. C'est pourquoi, à l'atelier, le temps est toujours compté, alors que l'école est le lieu d'une pensée qui prend son temps. L'école est le lieu d'une pensée qui prend son temps. Alors, je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, où le rythme est plus effréné qu'à son époque, un lieu donc, où on peut prendre le temps. Et comme il le dit, très bien, à l'atelier, l'erreur est condamnée comme une faute professionnelle, alors qu'à l'école, elle doit être autorisée comme le droit à se corriger soi-même. C'est à l'école, non à l'atelier, que s'acquiert une capacité fort utile pour le monde du travail, la capacité d'innover. On peut se permettre de prendre le risque d'innover à l'école parce qu'il n'y a pas justement de sanction, il n'y a pas de jugement. Mais cette notion de réussite, elle est très remise en cause. Aujourd'hui, où les parents, souvent dès le plus jeune âge, sont obsédés par la réussite et mettent une pression dingue sur les enseignants parce qu'il faut que leurs gamins réussissent. Pour lui, la réussite, c'est pas la finalité. Qu'est-ce qu'il pense des concours? C'est une épreuve. Lui, il est dans un monde de concours. Au lycée Henri IV, il prépare les Cagneux et tous les autres au concours. C'est une épreuve. Donc, et c'est vrai qu'à un certain moment, l'école normale supérieure a joué ce rôle de former des instituteurs issus de toutes les classes sociales. Aujourd'hui, c'est en panne. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de réformes, de faits et tout, mais on n'a pas. Et au concours de l'école normale supérieure, il y avait, et même au lycée Henri IV, il y avait des enfants de toute extraction sociale. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas beaucoup. Donc oui, il faut, parfois, comme à Sciences Po à Paris, une politique, une stratégie volontariste du directeur pour faire entrer des gens du 9-3 ou d'autres extracteurs. Mais c'est une politique volontariste. S'il n'y a pas cette politique volontariste, les inégalités sociales, mais le but final, c'est que ça reste la réussite. Oui, de toute façon. Voilà. Donc il dit, un gamin qui gagne sa vie fait une mauvaise expérience. Il apprend la prudence trop tôt. Il apprend à ne plus oser. Il faut que l'école soit le lieu privilégié de l'innovation, de la créativité, le fait de pouvoir oser et se tromper pour se corriger sans être jugé. Un gamin qui fait une erreur en apprentissage, il dort maintenant, on ne le garde pas. Ça dépend. Vous avez eu beaucoup d'abus aussi dans ce domaine. Donc, l'école participe du travail par le sérieux,
mais d'un autre côté, elle échappe à la sévère loi du travail. Ici, l'on se trompe, on recommence. Il y a une sorte de dédramatisation de l'erreur. Sans dire « oh, mais pas grave », sans euphémiser, sans édulcorer l'erreur, mais en donnant à l'enfant le moyen de le corriger, et donc d'avancer, de progresser, ce qui va lui donner évidemment confiance. Enfin, Alain n'emploie pas trop ce terme, aujourd'hui on l'emploie beaucoup, donner confiance. Bon, c'est ça. Disons que ça fait partie. Pour lui, donc, il ne faut pas trahir la fonction éducative de l'école. Ce serait lui assigner une simple fonction sociale et laisser de côté l'exigence de la culture de l'esprit. Vous voyez, c'est toujours cette idée, liberté, culture de l'esprit, étude des œuvres qui ont fait leur preuve pour apporter un matériau de pensée. Alors, donc ça c'est pour la finalité, et donc c'est son jugement très prudent sur des expériences d'apprentissage, d'introduire des visions marchandes en fait, donc matérialistes à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu troublant dans le fait de considérer que dans l'apprentissage, on peut déceler également la valeur de l'individu, au même titre qu'on la décèle dans des exercices intellectuels? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de hiérarchisation qui est contestable? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment remettre les propos d'Alain dans le contexte historique. Je disais, bon, ça dépend de l'instituteur, ça dépend du maître d'apprentissage. Bien sûr que le maître d'apprentissage est là pour déceler. Je crois que parce que c'est subtil souvent le positionnement d'Alain, il n'est pas à l'emporte-pièce. Bien sûr qu'il reconnaît cela, mais ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas forcément avec une activité concrète de production que l'on va permettre à l'enfant ou à l'adolescent de se développer. Lui fait le pari de l'abstraction. Et ce qu'il va reprocher à l'apprentissage, c'est d'être d'emblée dans une vision concrète de production. Que à travers ce travail, il y ait des choses qui apparaissent et que l'enfant se développe, je crois qu'il n'est pas idiot, il le sait bien. Mais ce qu'il veut, c'est revaloriser, déjà à son époque, l'importance de l'abstraction. Et qu'à l'enfant qui rentre en apprentissage, on ne se dise pas, bon, bah pour lui, de toute façon, la géométrie ou le latin, c'est trop compliqué. Donc, disons, ce choix de l'apprentissage, un peu comme une voie, pas la voie royale, quoi. Oui, une voie limitante, et parfois, oui, une voie de garage, parce que mettant l'enfant trop tôt dans une vision productiviste. Il veut avant tout construire l'enfant. Oui. Alors, qu'il y ait des maîtres d'apprentissage qui construisent l'enfant, c'est indubitable. Mais je crois qu'il était assez conscient des dérives possibles. Oui, mais quand il dit aussi que dans chaque individu, tout individu a une valeur, Oui. quand il refuse de dire cette copie ne vaut rien, etc., on peut déceler cette valeur dans l'apprentissage, justement. C'est oui. une forme de... Oui, mais pour lui, l'enseignement de matières abstraites, comme la géométrie, comme le latin, et toute sa méthode, encore une fois, qui est basée sur la lecture, l'écriture, écriture, il avait mis en place pour ses élèves une discipline qu'il appelait l'écritoire. L'écritoire.
Là, c'était pour ceux qui se préparaient à l'école normale sup. Hein. C'est-à-dire consacrer chaque jour au moins 1 à 2 heures pour écrire sur n'importe quel sujet, comme il le faisait lui dans ses propos, dans ses chroniques. Un sujet d'actualité, un sujet de réflexion, mais la discipline de l'écriture. Ça, lire et écrire, ça semble bête, mais savoir lire, et comme on va le voir, savoir lire, comme il disait, avec les yeux, et écrire. Lire, écrire. Mais, pas lire comme ça, ou une vraie lecture par les yeux. Par l'esprit, par les yeux. Par les yeux. C'est-à-dire de pouvoir lire un texte sans avoir besoin de le prononcer ou sans lire un mot après l'autre. Ah, oui. Ce qu'il appelle la lecture annonante. Je vous assure qu'aujourd'hui, beaucoup. Regardez dans le train dont vous voyez les gens lire. Et lui, il insistait sur une véritable qualité de lecture. Parce que pour lui, la lecture par les yeux, avec donc le développement de l'attention, de la concentration, est le seul moyen d'être proche et distant en même temps du texte qu'on lit. D'où la méthode globale. La méthode, il s'en fout. Non, mais il ne va pas rentrer dans les querelles, des méthodes, mais pour lui, c'est le résultat qui compte. Lire avec les yeux. Et savoir écrire. Savoir écrire. Discipline, tous les jours, 2 heures d'écriture. Ça justifie un peu. Certains vont dire, voilà, c'est vraiment une méthode militaire, réac, mais n'empêche que, pour lui, c'était la manière de former le mental. Et aussi à l'abstraction, parce que ça oblige à penser. Écrire oblige à penser. Lire oblige à penser. Donc c'est basique, hein, en plus de la géométrie, etc. Mais, et étudier, comme on va le voir, essentiellement les œuvres classiques. Elles ont fait leurs preuves. Les humanités, les fameuses humanités. Parce que ce sont des œuvres qui touchent le plus à l'universel. Mais il n'était pas en train de dire il y a les bonnes lectures et puis il y a les lectures de moindre qualité. Lire tout. La philosophie, la littérature, il n'y avait pas de hiérarchie en fait dans son esprit. Bon voilà. Donc, c'est ça qui est essentiel. Ça justifie un peu la position de ses parents qui refusent d'orienter leurs enfants vers des activités techniques. Quelle est sa position vis-à-vis de l'échec scolaire? Alors, on est dans l'instauration de l'école laïque, gratuite. On est au début. Donc, ça c'est notre problème aujourd'hui, où l'échec scolaire est un immense problème. À l'époque, il va parler des difficultés d'apprentissage. Il ne va pas parler d'échec scolaire, parce que c'est trop tôt pour juger des bienfaits de cette école. Mais il va parler, oui, des difficultés d'apprentissage et qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des difficultés d'apprentissage. Et là aussi, ça va être assez clair. Mais on ne parle pas d'échec scolaire à l'époque, trop tôt. C'est pour ça que c'est intéressant de relire, je trouve, à notre époque, ce qu'il écrivait, parce que ça permet aussi de se mettre dans l'esprit de cette Troisième République, où il y avait un formidable espoir. Un formidable espoir dans cette école émancipatrice. Et qui était, pour Alain, faiseuse de paix. C'est-à-dire, à partir du moment où on a des citoyens vigilants, critiques, qui pensent, qui sont libres,
la société de paix est possible. C'est pour ça qu'il est pacifiste. Il dit c'est le moyen de construire des sociétés qui ne se font pas constamment la guerre. C'était aussi une autre, évidemment, autre finalité très importante. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus moins enthousiaste, parce qu'on a vu toutes les difficultés et ces réformes de l'école, qui sont souvent considérées un peu comme des réformes cosmétiques, mais qui vont pas au cœur du problème. Voilà. En tout cas, ça ouvre un certain nombre de... Ça va? Ça va. Bon, on va se faire une petite pause. Alors, deuxième grand sujet, donc on a vu un peu la finalité du corps, la nature du sujet à éduquer. La nature du sujet à éduquer, la singularité de l'individu. Alors, c'est sûr que là, il va s'inscrire un peu en faux, phase auprès de la sociologie un peu naissante, notamment de celle de Durkheim, qui conçoit l'éducation comme un processus de production de l'individu, conformément à un système de normes sociales. Donc, il ne va pas beaucoup aimer cette vision sociologique. Et il dit, dans son avant-propos, il commence par ça d'ailleurs, qui observe les natures individuelles arrive bientôt à cette idée que chacune d'elles se développe suivant sa loi interne. Comme un pommier qui ne peut donner des prunes. Il y a vraiment cette idée enracinée chez Alain qu'il y a une nature individuelle, ancrée en chacun. On ne va pas dire transcendante parce que il n'emploie pas ce terme, mais une nature individuelle qui de toute façon fait que un pommier va donner des pommes. Il y a dans l'être humain la pensée qui est universelle. Donc, il y a à la fois un côté universel dans chaque être humain et en même temps une singularité vraiment qui lui est propre. Donc, cette singularité des individus ne signifie pas une inégalité des aptitudes, mais une diversité des manières d'être et de comprendre. Diversité. Pas hiérarchie, pas inégalité. Égalité, mais diversité. Dans les manières d'être et de comprendre. Et donc, tous sont capables d'accéder au savoir, mais chacun a sa manière propre de comprendre. Et il va donner l'exemple de l'écriture, où chacun a son écriture. Et qu'il ne s'agit pas de copier l'écriture du voisin, de se dire « Ah, il y a une écriture égale ». Non, chacun a son écriture. Et c'est cette diversité qu'il faut respecter. Cette singularité, elle défie pour Alain la connaissance psychologique. Et c'est là où on va trouver un peu le terrain d'opposition avec ce qu'on appelle les pédagogues, qui utilisent, trop ce besoin de connaissance psychologique. L'argument d'Alain, c'est le suivant, que l'éducateur ne saurait se fonder sur une connaissance psychologique, disons, préalable de l'homme pour agir. Il écrit « Vous dites qu'il faut connaître l'enfant pour l'instruire, mais ce n'est pas vrai. Je dirais plutôt qu'il faut l'instruire pour le connaître. » Ça veut dire, pas besoin de connaître la psychologie de l'enfant, ses sentiments, également d'où il vient, tout cet environnement psychologique pour le connaître. Là, vraiment, il s'inscrit en faux. Alors, c'est sûr que là, ça fait hurler aujourd'hui. Il faut connaître l'enfant pour l'instruire? Non. Je dirais plutôt qu'il faut l'instruire pour le connaître. C'est-à-dire qu'il ne faut pas connaître l'enfant, mais on va le connaître
par l'instruction et pas par simplement la connaissance psychologique. Donc, pour Alain, l'enfant n'est pas une matière malléable, aussi c'est une autre idée, c'est l'individualité de chacun qui détermine dans quelle mesure une norme extérieure va influencer un enfant ou pas. Certains sont plus influençables que d'autres, mais ce n'est pas une matière malléable. Alors, je ne sais pas, les enfants de quel âge ils parlent, parce que là, ça s'oppose à cette idée qui est souvent développée de l'enfant éponge, hein, en tout cas dans les bas âges. Hein. Il s'inscrit un peu en faux dans le fait de dire qu'il y a très tôt vraiment une nature individuelle qui apparaît chez l'enfant, et donc c'est pour ça qu'il ne va pas réagir de la même manière. Il ne sera pas formatable, hein, ou malléable de la même manière. Il dit, cette contradiction, et il écrit, cette contradiction que vous voulez voir entre l'idéal humain des sentiments et la nature strictement individuelle, cette contradiction n'est pas extérieure à l'individu, elle est logée en lui. À chaque instant, elle est résolue en lui. En chacun, la commune nature humaine se réalise par des moyens qui sont propres à lui. C'est toujours le paradoxe. Une nature universelle, individuelle, qui fait appartenir à l'humanité, et en même temps des moyens d'accéder à cette nature qui vont être différents d'un enfant à l'autre. Cette universalité ne sera que ce que chacun en fera par lui-même. Donc il y a un idéal de toucher à l'universalité, mais en acceptant de manière pragmatique que cet accès à l'universel, chacun le fera à sa manière. Et qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'expression qu'un autre. En ce sens, l'éducation n'est que développement, parce que c'est toujours un individu singulier qui doit quelque part s'éduquer par lui-même, sans que personne ne puisse le faire à sa place. C'est complexe. Oui, c'est complexe. Parce que c'est pas manichéen, disons, c'est pas binaire, tout l'un, tout l'autre. On n'est pas dans le collège unique. On n'est pas dans le collège unique. Donc, la singularité de l'individu. Et c'est pour ça que même dans des classes qui étaient chargées, hein, il trouvait la possibilité de vraiment s'adresser à chacun. En dehors, parfois, en tout cas pour les élèves plus âgés, en dehors des heures de cours, hein, disons, hein, c'était pas simplement le... Mais il y avait ce souci que chacun puisse développer sa singularité, tout en se rattachant à un universel. Alors, ça nous amène à le troisième volet. Quels moyens éducatifs? Donc, il y a des éléments que j'ai déjà évoqués. Le fait de considérer l'école comme un lieu spécifique, donc qui n'a pas à se confondre avec la vie. C'est pour ça qu'il a toujours été un peu prudent face aux expériences alternatives qui étaient proposées à l'époque, de faire rentrer la vie dans l'école. Que ce soit les expériences Montessori ou dès le plus jeune âge, on apprend à l'enfant je sais pas moi, à balayer, à arroser une plante, à cuisiner, enfin, donc, faire rentrer la vie de tous les jours dans l'école pour qu'ensuite, à la maison, il y ait une continuité. Alain est contre. Vraiment contre ce principe. Jamais les critiques qu'il adresse à l'école ne l'ont mené à vouloir ouvrir l'école sur la vie. Alors, c'est pour ça que là, il est assez intransigeant. Puisqu'il dit, il argumente, pas plus les pédagogues que quiconque,
Nul n'a le privilège de pouvoir dire ce que c'est que la vie, d'abord faire rentrer la vie à l'école. Chacun va avoir sa manière de définir la vie. Personne n'a le privilège de pouvoir dire ce qu'est la vie. C'est pourquoi, dans l'impossibilité où se trouve l'homme d'échapper à un point de vue subjectif, eh bien, j'opte pour le choix d'un savoir classique, validé par l'histoire, par la société des hommes. Plutôt que de faire chacun son expérience subjective de vie à l'école, moi, je fais le choix d'un savoir qui a fait ses preuves. C'est pour ça qu'il va plutôt s'orienter vers les classiques, c'est-à-dire les philosophes de l'Antiquité, Descartes, Kant, Hegel, enfin bon, tous ces philosophes qui ont structuré la pensée de la philosophie occidentale. Donc, savoir classique validé par l'histoire. Oui. Par l'histoire, c'est-à-dire tous ceux dont on parle encore aujourd'hui. Oui, oui. Qui ont fait leurs preuves, quoi. Hein, et aussi validé par la société des hommes. Alain fait souvent l'éloge de la gymnastique scolaire qui consiste à copier des phrases, corriger ses erreurs, lire, écrire avec application. Et c'est ce qu'il appelait lui-même cette sotte méthode. Sotte. Lui-même, hein, comme ça, il prenait les devants, c'est de dire, oh oui, c'est une méthode sotte. C'est une sotte méthode, ça peut sembler tout à fait simpliste, hein, scolaire, trop scolaire, mais voilà, c'est ma méthode. Donc il était contre l'idée d'une pédagogie vivante, attrayante, ludique, adaptée à chaque enfant. Enfin, c'est là le point d'opposition avec les pédagogues hein, de l'époque. Sa vigueur polémique, hein, c'est là-dessus, c'est vrai que ça contribue à l'intérêt hein, de cet ouvrage, parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les inspecteurs d'académie, pour les fameux sorbonnards qui le détestent, parce qu'en général, il était très mal noté par les inspecteurs pédagogiques, puisqu'il a fait l'objet quand même de vives critiques. Ma sotte méthode, explique-t-il, permet à l'élève de délier son corps et de l'affranchir ainsi de ses humeurs et de ses passions. Il s'agit non pas de nier, mais d'assouplir les tensions spontanées qui nous agitent. C'est-à-dire que c'est ça la finalité aussi, que je trouvais aussi, voilà. Cette sotte méthode, lire et relire, réciter, encore mieux, écrire, non point vite, mais au contraire avec la précaution d'un graveur, tracer de belles marges sur un beau cahier, copier des formules pleines, équilibrées, belles, voilà le travail heureux, assoupli, qui fait le nid pour l'idée. Voilà, qui fait le nid pour l'idée. C'est les travaux propédeutiques, préparatoires au fait de penser. C'est pour ça qu'il y avait cette discipline, hein, pour les élèves plus avancés, de l'écritoire. Écrire et réécrire. Pour assouplir hein, les muscles du mental et servir de nid pour l'idée. Et il disait aussi, on se délivre ainsi des élans violents qui sont la cause véritable des guerres. Je vous disais tout à l'heure, c'est que tout ce travail est aussi pour construire la paix. Les pédagogues officiels, dit Alain, privent l'enfant des vertus de la discipline. Parce que là, évidemment, on a une méthode pédagogique, entre guillemets, d'Alain, c'est la discipline. Au lieu de le mettre en situation d'agir par lui-même et d'intégrer des règles par la répétition, ils lui font des cours magistraux. Il était absolument opposé aux cours magistraux. Et c'est ça, là où il se fritait un petit peu avec les inspecteurs d'académie, parce que les inspecteurs auraient voulu qu'il fasse des cours magistraux, alors évidemment rendus sympathiques, alléchants, attractifs, un peu ludiques.
mais un instituteur qui parle et des enfants, ou un professeur qui parle, et des enfants qui écoutent. C'est donc la petite enfance à laquelle ça va. Non, pas seulement. La petite enfance, Non, mais l'enfance, aussi, le collège, le lycée, Oui, voire les classes supérieures, de préparation des concours, etc. Il a quand même balayé l'ensemble des âges depuis... Ça commence. Ça commençait à l'époque à 5 ans. Voilà, ça commence par 5 ans avec l'apprentissage, la lecture, jusqu'à 18-20. Préparation concours. Mais Brigitte, son expérience personnelle à lui, c'est uniquement d'être prof de philo. Oui. Il n'a pas été prof de maternelle ou de... Il a été prof de rhétorique, prof de Oui, très tard. philo, pas de maternelle, parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Donc, Mais oui, il a commencé quand même instituteur. Ah, il a commencé. Oui, il a connu des D'accord. primaires. Oui, il a enseigné quand même à toutes les strates d'âge. Oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est important. Donc, ces pédagogues, dit-il, veulent que ces leçons magistrales soient plaisantes pour susciter l'intérêt des élèves. Mais les enfants ne recherchent pas ce qui est amusant. Là, il va même très loin, il va dire, les enfants vont finir par mépriser ces pédagogues qui veulent les amuser, ou qui veulent leur faire apprendre en s'amusant. L'enfant ne recherche pas ce qui est amusant. L'enfant aspire à se confronter à la difficulté et à la vaincre. C'est une vue un peu bien. Non, quand on regarde les enfants jouer au Lego, par exemple, ils sont très... Ils essaient de Alors, faire- oui, comme je disais, on retrouve là ce que Maria Montessori expliquait dans sa pédagogie, c'est que l'enfant, en tout cas petit, ne cherche pas à s'amuser, à jouer. Il cherche à apprendre, effectivement, souvent dans la solitude. Alors elle insistait beaucoup sur le silence, sur la beauté aussi de l'environnement, et l'adaptation du mobilier aux petits. Mais un enfant, en tout cas jusqu'à 6-7 ans, peut passer des heures à travailler. Mais pour lui, ce n'est pas un jeu. Il disait, gardez le jeu pour la maison. Mais à l'école, on n'a pas à s'amuser. On n'a pas à jouer. Et c'est pas moral, c'est simplement que l'enfant n'a pas besoin de ça. tout le temps s'amuser. Il n'a pas besoin de ça. Ils disent, car l'état d'homme est bon pour celui qui y va avec toutes les forces de l'enfance. Les enfants veulent être des hommes. C'est pour ça qu'ils questionnent tout le temps. Oui, enfin, il y a l'âge du questionnement. Oui. Ils veulent être des hommes et il faut leur donner les moyens de le devenir. Excusez-moi, madame, je n'ai pas compris quand il dit il est opposé aux cours magistraux. Oui. Ça veut dire que lui, il enseignait de quelle manière Il était pour une pédagogie de l'activité, je vais y venir. Ah, oui, d'accord. Oui. C'est-à-dire, pour lui, un enfant qui écoute un cours magistral n'apprend rien. Oui, il s'endort, c'est pas. Les adultes aussi, hein. Non. C'est pour ça que je ne peux plus donner de conférences magistrales. Et des devoirs pour la Voilà. Donc, ça c'est un peu le principe des moyens pédagogiques. Alors, comme je disais tout à l'heure, il est conscient qu'il y a des difficultés d'apprentissage, et puis il va développer donc un certain nombre d'éléments sur des méthodes qui lui semblent plus pertinentes que d'autres. Déjà, les difficultés d'apprentissage. Il n'est pas aveugle, il se rend bien compte qu'il peut y avoir des difficultés. Et donc, avant de proposer des choses, il cherche à faire un diagnostic. Il cherche à formuler un diagnostic le plus juste possible des causes des difficultés d'apprentissage. Il y a longtemps que je suis là d'entendre dire que l'un est intelligent et l'autre non. Donc déjà, on se méfie de dire, bon ben celui-là est un peu limité et celui-là il a un bon potentiel. Non. Il n'y a pas une seule difficulté qui ne puisse être surmontée. Oui. Oui. Quelle est
aussi médiocre qu'on le juge, qui ne se rendra maître de la géométrie, s'il va par ordre et s'il ne se rebute point. De la géométrie aux plus hautes recherches et aux plus ardues, le passage est le même que de l'imagination errante à la géométrie. Les difficultés sont les mêmes. Insurmontables pour l'impatient, nulles pour celui qui a patience et n'en considère qu'une à la fois. Donc, pour lui, les difficultés d'apprentissage viennent que l'on n'a pas su développer suffisamment deux choses, la patience, et là c'est valable des deux côtés, la patience de l'enfant, mais aussi la patience Du maître. de l'instituteur ou du professeur, la patience. Hein? Vous vous rappelez, on prend son temps à l'école. Hein? On développe sa pensée dans le temps. Donc la patience, mais aussi la volonté. Dit, beaucoup de choses sont question de volonté. Et il va expliquer qu'il y a une différence entre le désir et la volonté. Bon, ça c'est quelque chose qu'on connaît bien en psycho. Il dit, voilà, le désir exige une satisfaction immédiate. On désire quelque chose, bon, on l'a ou on l'a pas, donc on est enragé ou on est dépité. Alors que la volonté tient compte des contraintes, des moyens qui permettent d'atteindre son but. Et pour lui, l'école est le lieu du développement de la volonté, de la patience, discipline, et discipline qui est un outil, hein, un moyen, de développer cette volonté. Et c'est comme la liberté, il dit, la volonté, elle est au cœur de chaque être humain, de tout être humain. C'est le refus de vouloir qui explique les difficultés scolaires. D'où le remède qui est le renforcement de la volonté. Et en fait, beaucoup d'exercices qu'il va préconiser ne sont pas pour obtenir un résultat, mais pour renforcer la volonté. C'est pas... du temps. Pas lui reprocher d'être démagogique. Les travaux d'écolier sont des épreuves pour le caractère et non pour l'intelligence. Partant du fait que chacun a une intelligence, une forme d'intelligence, il faut faire ces travaux d'écolier pour le caractère, pour former le caractère, se former le caractère. Que ce soit orthographe, version ou calcul, il s'agit de surmonter l'humeur, il s'agit d'apprendre à vouloir. Alors, qu'est-ce qu'il préconise comme méthode? Ne pas partir du concret, mais plutôt partir de disciplines abstraites, qui mettent en jeu la capacité d'abstraction pour que les enfants soient attentifs et qu'ils comprennent mieux. Pour lui, un enfant comprend mieux par l'abstraction que par le concret. D'où la géométrie. Alors, ça ne veut pas dire que pour faire comprendre, comme chez Montessori par exemple, on n'utilise pas des supports concrets, des choses pour apprendre les mathématiques, mais lui il est axé sur la géométrie et que tout enfant, s'il y a cette patience, hein, s'il y a ce vouloir, va apprendre grâce à la géométrie la capacité d'abstraction. Et qu'est-ce que c'est que penser? Qu'est-ce que c'est qu'une idée? C'est bien une abstraction. Donc, pas de détour par le concret, mais un détour, si je puis dire, par l'abstraction. La géométrie peut le libérer de cette illusion en l'initiant à un monde qui obéit à la nécessité plutôt qu'à ses désirs. De comprendre qu'il existe des lois
dans la nature, qu'il y a des règles et qu'il faut se confronter à ces règles. Qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. L'apprentissage de la géométrie est là. C'est un certain nombre de mathématiques, de règles et de lois qu'il faut pouvoir s'approprier. C'est sur cette base seulement que l'on s'affranchit des superstitions pour mieux déchiffrer notre environnement. Donc, apprendre la géométrie, le latin. Mais, vous voyez, c'est subtil, il critique pour autant les leçons magistrales et défend une pédagogie de l'activité. C'est-à-dire que l'enfant doit être actif. Et ce n'est pas parce qu'on lui apprend des choses abstraites qu'il est là simplement à écouter. Il lui faut agir. Il n'y a de progrès pour nul écolier au monde, ni en ce qu'il entend, ni en ce qu'il voit, mais seulement en ce qu'il fait. Vous savez, ça peut sembler contradictoire. Il est pour l'abstraction, mais en même temps pour le faire. C'est ça qu'on appelle la pédagogie d'activité. Et il dit, un lieu où l'instituteur ne travaille guère et où l'enfant travaille beaucoup. L'enfant en classe doit travailler. Il doit être actif. Est-ce que Alain a été en contact avec John Dewey? Il connaissait, oui, il connaissait la vision de Dewey. Oui, oui. Oui, puisque c'était quelqu'un dont on parlait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, on n'est pas très connu. Dewey, enfin Dewey, hein, c'est ça? D-E-W-Y. Celui qui a mis en place la nomenclature dans les bibliothèques. Hein, c'est lui, hein, la nomenclature internationale à la bibliothèque, et qui avait aussi des principes intéressants au niveau de l'éducation. John Dewey. Donc, un lieu où l'instituteur ne travaille guère, où l'enfant travaille beaucoup. Non point donc de ces leçons qui tombent comme la pluie et que l'enfant écoute les bras croisés. Mais les enfants lisant, écrivant, calculant, dessinant, récitant, copiant et recopiant. Beaucoup d'exercices au tableau noir, mais toujours répétés à l'ardoise, et surtout lents et revenants, et occupant de larges tranches de temps. Donc là, on a la vision de ces écoliers avec les ardoises, la craie. Beaucoup d'heures aussi passées à mettre au net sur de beaux cahiers. Le fait de recopier, avec une belle écriture et des beaux cahiers. Et toujours écriture, récitation, lecture, dessin, calcul, un travail de chantier. Pour lui, la classe idéale, c'était la classe où l'instituteur orientait, dirigeait, accompagnait, choisissait pour chacun un peu les épreuves, mais où c'est surtout les enfants qui bossaient, qui travaillaient. Et pas d'écoute comme ça, qui pour lui était tout à fait contre-productif. Donc, le travail du maître ne consiste pas à préparer ou à faire des leçons, mais à organiser l'étude et à graduer les épreuves. Graduer les épreuves en fonction de chacun. C'est-à-dire, là on reprend la singularité de chacun. Donc, primauté de la lecture et de l'écriture dans l'ensemble du travail scolaire. Il écrit « Qu'il apprenne à lire et encore à lire, qu'il se forme par les poètes, les orateurs, les conteurs. Le temps ne manquerait pas si l'on ne voulait pas tout faire à la fois. L'école primaire offre ce spectacle ridicule d'un homme qui fait des cours. Je hais ces petites Sorbonnes. J'en jugerai à l'oreille et seulement par une fenêtre ouverte. Si le maître se tait et si les enfants lisent, tout va bien. » Et c'est ça ce que les inspecteurs lui reprochaient, c'est-à-dire de ne pas faire de cours magistral, un peu pimentés, piquants, sur quoi ils étaient... Non, ça ne sert à rien. Lire, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas épeler. Il dénonce une lecture hésitante qui annonce. Au contraire, lire avec les yeux. C'est tout à l'heure, c'est être capable de lire à la fois de manière globale, c'est ordonner sa pensée à un objet sans être asservi par lui. Pour lui, une lecture médiocre ou annonnante rend esclave.
Donc il faut prendre voilà, à la fois du recul par rapport à ce qu'on lit, ce qui permet d'en être plus proche. Voilà, on est contemporain. C'est une manière de devenir contemporain de celui qu'on lit, même si c'est un Platon, un stoïcien, c'est d'être à la fois distancié et proche. Et il dit, avec une lecture médiocre, on n'est ni l'un ni l'autre. On est esclave de ce qu'on lit. Le lecteur peut s'en rendre maître et penser tout en suivant la pensée d'un autre. Savoir lire, c'est acclamer sa propre pensée en un autre homme. C'est joli ça. Hein? Savoir lire, c'est acclamer sa propre pensée en un autre homme. C'est pouvoir s'inspirer de la lecture d'un autre en restant soi-même. Et c'est pas simplement en restant soi-même, mais en se développant soi-même. Là, c'est le côté un peu herméneutique de la lecture, c'est-à-dire de lire et relire et re-relire. Et surtout de relire les mêmes textes permet de les voir différemment, de se développer par rapport à un même texte qu'on redécouvre toujours de manière plus approfondie. Donc, pas de recherche de nouveautés. C'est toujours les mêmes textes qu'on lit et qu'on relit. Et là, on s'écarte beaucoup des enfants. On est à un niveau... Non, dès que l'enfant sait lire. Dès que l'enfant sait lire. Et on sait aujourd'hui qu'un enfant peut lire et écrire à 4 ans, 5 ans. Donc, il défend ce qu'il appelle la lecture par les yeux. Et à la question « que faut-il lire ?» comme je disais tout à l'heure, des limites, je n'en vois point. Je ne conçois point d'homme qui n'ait premièrement besoin de cette humanité autour, déposée dans les grands livres, donc de préférence des grands livres classiques, mais aussi de la littérature, même s'il n'y a pas l'estampillage classique. Avec des œuvres vis-à-vis desquelles il faut être suffisamment distancié et proche pour pouvoir se libérer grâce à cette lecture. Et de recopier, qui est une manière aussi de s'approprier, de mémoriser, c'est-à-dire de faire sien tout ça semble très rébarbatif, scolaire dans le mauvais sens du terme, mais ça c'était la pédagogie entre guillemets de Alors, il va recevoir un certain nombre de critiques, évidemment, même de son époque, notamment d'être sans cœur, d'être trop dur. Et de laisser de côté la prise en charge affective de l'enfant. Alors là-dessus, il a des réponses assez claires. Donc à cette critique, sa réponse est double. Il dit attention, le concept d'affectivité n'est pas simple. L'éducation fondée sur le sentiment se présente donc comme une éducation basée sur l'amour. Il faut pouvoir aimer. Il faut entourer l'enfant d'amour, de sentiments. Et quelque part l'enfant ne le rend pas, mais cette éducation peut tout aussi bien être une éducation de la soumission. C'est-à-dire que, attention à cet amour qui n'est pas forcément désintéressé. C'est pas conscient. Pour amener l'enfant à penser comme soi-même. Alors, il peut y avoir plusieurs motivations. Mais il dit le sentiment bientôt tyrannise. Et l'éducateur peut passer sans transition d'une affection positive à une affection négative. C'est en fait de rejet. Il suffit pour cela d'une contrariété, d'une indiscipline ou d'une difficulté d'apprentissage pour que cet amour de l'éducateur soit soumis à une rude épreuve et que l'on passe, donc, comme il dit, sans transition, à
à une sorte de rejet, voire de distanciation de l'enfant, si l'enfant ne répond pas aux attentes ou à la réciprocité de ce sentiment, de cet amour. C'est décapant, hein? Décapant. Donc, ça, c'est une manière de dire, attention, l'affect peut revêtir des motivations qui ne sont pas toujours comment dire, désintéressées, belles. D'autre part, il dit, sous de tels beaux sentiments, on ne peut s'empêcher, c'est un peu une autre idée, de soupçonner une volonté d'influence et de conditionnement individuel. C'est-à-dire une projection qui fait que l'éducateur peut avoir une idée déjà très précise de comment l'enfant ou l'adolescent doit pouvoir réagir. Autrement dit, il y a une manière d'aimer l'enfant qui est une manière de nier son être propre, cette fameuse singularité individuelle. C'est pour ça qu'il dit l'instituteur ou le professeur doit être sans cœur. Ça lui a été évidemment beaucoup reproché. Il dit il y a une manière apparente de ne pas aimer, mais ce n'est qu'une apparence, parce qu'en fait c'est une manière de le respecter, de lui faire confiance, bien sûr avec de la bienveillance, mais avec de l'exigence, et une exigence la plus objective possible. C'est pour ça qu'aussi par rapport au pédagogue, il va ce pédagogue de l'époque, c'est différent, mais il va s'opposer par le fait de ne pas trop mettre d'affect dans le rapport du maître à l'élève. Pour ne pas le rendre esclave, pour qu'il puisse vivre son développement en toute liberté. Donc, l'éducateur, pour Alain, doit être sans cœur, pas par indifférence à l'enfant, mais bien au contraire, avec une intention éducative qui place la libération de l'enfant au centre de l'exigence. Toujours privilégier ce qui va libérer par rapport à ce qui soumet. Ça me fait penser, parce que là il est assez proche de pas mal d'éléments de Maria Montessori, où par exemple elle expliquait qu'il n'est pas besoin de féliciter un enfant qui réussit à faire quelque chose, parce que déjà le fait d'arriver est largement suffisant pour l'enfant qui est satisfait, qui est content et qui n'a pas besoin qu'un adulte lui dise « bravo, super, c'est bien ». Parce que ça rend esclave l'enfant. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? À reproduire les éléments qui lui permettront d'avoir les félicitations. Et s'il ne les a pas, il se sentira échec. C'est une sorte de formatage pavlovien. C'est bien, c'est super, tu réussis, tu as un bonbon, tu réussis pas. Elle était là-dessus intransigeante. Jamais de cadeau, jamais de félicitations, et à contrario, jamais de punition. Ça va dans les deux sens. Et elle s'arrachait les cheveux avec les parents, parce qu'il faut aussi que les parents jouent le jeu. Parce que si à l'école, on dit ça, et que dès qu'il arrive chez lui, on continue à bourrer de cadeaux et de bravo, tout ça, avec une bonne intention, l'enfant il ne sait plus où il est, quoi. Et c'est un peu encore aujourd'hui le problème de ces pédagogies ou ces cours éducatifs alternatifs, où il y a de très très belles choses qui se font, mais la difficulté souvent vient des parents. Qui dans les écoles alternatives, non? Oui, mais simplement, dans les écoles alternatives, on pourrait espérer
qu'il y a une sorte de cohérence entre ce qui se passe à l'intérieur de l'école et dans les familles. Et c'est souvent peu le cas. C'est exactement ce qu'Alain définissait, c'est manque de patience. Manque de patience, volonté, désir d'arriver à des résultats à court terme. Réussir les examens, avoir des bonnes notes, plein de choses qui font que même ces éducateurs dans ces écoles alternatives sont soumis à des pressions qui sont en contradiction. Le problème avec l'école, je dirais l'école classique, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Bon, la famille compense ce qu'elle peut compenser si jamais elle est en désaccord. Mais alors qu'avec les courants alternatifs, il y a une autre vision de l'homme. Il y a une autre vision de l'enfant, et c'est là où, si dans la famille on trouve quelque chose qui est à 180 degrés, ça peut être plus perturbant qu'autre chose. Bon, je divague. Donc, il est très tard. Donc, on va arrêter. Simplement, bon, je voulais vous montrer que la pensée, on va dire pédagogique, parce qu'il n'aurait pas aimé, mais éducative d'Alain, elle est vraiment très riche, et elle est pour moi essentiellement paradoxale. Voilà, paradoxale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la limiter à un aspect, puisqu'il critique le cours magistral tout en défendant l'abstraction. Il fait l'éloge d'un enseignement pour la paix et le bonheur avec des méthodes qui peuvent sembler quand même assez austères, assez rébarbatives, avec cette notion de discipline, de volonté. Et il veut un enseignement qui satisfait les aspirations profondes de l'enfant, mais tout en se méfiant des apprentissages ludiques et concrets. Donc voilà, on est sur le fil de l'acrobate, toujours avec des éléments un peu paradoxaux. Alors, ce que je pense simplement, c'est que, bien sûr, il y a des éléments qui sont historiquement datés, c'est-à-dire, bon, plus d'un siècle, donc, non pas plus d'un siècle. Ah oui, si, plus d'un siècle, oui, c'est sûr, plus d'un siècle. Donc il y a des, voilà, il faut faire aussi, ça j'ai un peu insisté sur ce contexte historique, il faut faire la part de ce qui est le contexte historique, enfin la mentalité de l'époque, et cette confiance vraiment très grande dans l'école de l'époque, et puis ce qui est toujours d'actualité. Et ce qui est toujours d'actualité, me semble-t-il, c'est cette vigilance critique très salutaire vis-à-vis de tout ce qui est institution, y compris l'institution de l'école. Voilà. De jamais rien prendre pour argent comptant, d'avoir à la fois de la proximité et de la distance, et être capable de faire preuve de discernement et de critique, et parfois de résistance, tout en obéissant. Là aussi, c'est paradoxal. Et ces propos, qui sont vraiment, vraiment faciles à lire, parce que c'est très concis, c'est très concret, replacent dans cette époque historique, et en même temps, touchent à des choses universelles. Et après, vous avez les éléments de pédagogie enfantine, où il va développer justement tous ces côtés de l'attention, de la concentration, de la lecture, des émotions, de la gestion des émotions. Il va donner pas mal de choses. Que Simone Weil, d'ailleurs, à son tour, reprendra, notamment par rapport à l'attention, l'importance de l'attention. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un des problèmes majeurs, de développer de l'attention, capable d'être attentif, au-delà de quelques secondes, quelques minutes. Donc, vigilance, et en même temps, ce qui est très émouvant, je trouve, chez lui, c'est ce formidable optimisme sur l'homme. Formidable optimisme sur la nature de l'homme, et c'est pour ça qu'en fait, même s'il parle de discipline et de volonté, il va se méfier de tout projet éducatif trop volontariste. Et là, il y a une dernière chose quand même qui me semble importante à dire, c'est qu'il
se situer justement dans cette finalité de certains courants alternatifs de l'époque qui voulaient fonder un homme nouveau. Un homme nouveau, pour un homme nouveau. Il ne se situe pas dans cette perspective. Et c'était assez prudent et pragmatique de sa part, puisque il ne croit pas, tout en mettant toute son énergie dans le fait de penser l'éducation, il sera toujours très prudent sur le fait que, oui, l'école peut des choses, mais qu'en fin de compte, c'est l'individu qui fait qu'il va se changer lui-même ou se développer. Et donc, il ne croira jamais à un système politique ou à une organisation sociale ou politique ou à un régime, quel qu'il soit, pour former un homme nouveau. Là-dessus, il est extrêmement pragmatique et ancré dans le concret. Alors, vous voyez, c'est pas ça, parce qu'il est idéaliste et en même temps, il sait que en fait, c'est vraiment pas par l'extérieur qu'on y arrive. Il aurait une entité. Oui, et que l'école est là pour fournir les moyens de se développer. Ce qu'on appelle aujourd'hui devenir ce que l'on est. Mais bon, ça c'est plutôt le domaine de la psychologique. Mais, donc, vous voyez, c'est un être totalement impliqué dans sa mission et en même temps capable de distance. Là, moi je dis chapeau parce que c'est pas évident d'être à la fois complètement dedans et être capable de voir les limites, d'avoir une certaine distance, recul. Et un recul toujours argumenté. Et en ce sens, je trouve qu'il donne des pistes de réflexion qui sont vraiment intéressantes. Vraiment intéressantes, pour se poser des bonnes questions sur l'éducation, sachant qu'il ne croira jamais à une institution qui va renouveler l'homme. Et pour finir, je pense que c'est intéressant dans la mesure où on voit au moment de la Deuxième Guerre, un certain nombre de régimes totalitaires, c'est ce qu'on verra avec Hannah Arendt, mais ont voulu mettre la main sur l'école. Justement pour formater un être nouveau, que ce soit le stalinisme, que ce soit le nazisme, que ce soit les idéologies totalitaires du XXe. Et là-dessus, maintenant, on a quand même malheureusement une expérience que va développer Arendt. Ils vont essayer de mettre la main, notamment sur ces courants alternatifs qui paraissent au début du XXe, parce que pour eux, c'est du pandémie. Et donc là, la vigilance d'Alain, elle est très salutaire. Parce que, pourquoi s'intéresse-t-on à l'éducation? Est-ce que c'est pour former un bon consommateur, un bon consommateur, un bon esclave, un bon ouvrier, un bon révolutionnaire? Ça pose vraiment la question de la finalité de l'éducation et donc comment on voit l'homme. En restant très vigilant sur toutes ces expériences éducatives qui veulent transformer l'homme. Je pense que là, il nous apporte vraiment une belle réflexion. Sachant qu'il y a aussi une différence entre les expériences éducatives, alternatives, et justement ce que le pouvoir politique veut vouloir en faire.